Bonjour et bienvenue sur le cours sur le trouble développemental de la coordination, anciennement appelé dyspraxie. Nous allons aujourd'hui et maintenant parler de la sémiologie et des évaluations qui concernent ce trouble et notamment de notre implication en tant qu'ergothérapeute à ce sujet. L'objectif de ce cours est de vous permettre de connaître le trouble développemental de la coordination en vous appuyant sur la nomenclature internationale qui est le DSM-5. J'espère aussi qu'à travers ce cours, vous comprendrez un peu mieux votre implication en tant qu'ergothérapeute ou futurs ergothérapeutes à l'égard de ce trouble qui est maintenant bien connu. Une rapide introduction, le trouble développemental de la coordination, anciennement appelé dyspraxie, est un trouble qui est assez complexe pour lequel aujourd'hui nous avons de nombreuses données qui sont accessibles, notamment des données concernant l'évaluation ou l'intervention. Néanmoins, sur les causes qui pourraient expliquer ce trouble, il y a encore pas mal de flou. En tant qu'ergothérapeute, on fait partie des professionnels qui participent à la recherche sur ce trouble, c'est-à-dire que vous trouverez beaucoup de littérature en cherchant Occupational Therapist et Coordination Disorder. D'ailleurs, dans la pratique de l'ergothérapie en libéral ou en pédiatrie, c'est un trouble que nous rencontrons assez fréquemment et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Il y a deux grands outils qui sont aujourd'hui disponibles. Le premier, c'est un rapport d'expertise qui est français, un rapport de l'INSERM, qui permet de déterminer des recommandations de bonnes pratiques pour accompagner, pour évaluer l'enfant TDC, sa famille, mais aussi les adultes et les enseignants qui sont concernés par ce trouble. Aussi, un deuxième rapport d'expertise, celui-ci est européen, et il a été constitué par une association d'usagers avec le soutien de très nombreux experts du TDC. C'est le rapport d'expertise de l'European Academy of Childhood Disability, EACD. Ce rapport d'expertise définit lui aussi des grandes recommandations qui pourront être utilisées dans notre pratique et qui sont très actualisés puisque ces deux rapports, celui de l'INSERM et celui de l'EACD, datent tous les deux de 2019. Je vous propose d'avancer dans le contenu de ce cours. Nous allons maintenant présenter ce qu'est le TDC. Avant de parler concrètement de ces signes d'alerte, de son origine, de ses origines et de sa classification, nous allons voir ensemble comment ce terme a évolué au fil du temps. Finalement, le terme de dyspraxie, qu'on connaît davantage que le terme de trouble développemental de la coordination, euh, est défini depuis 1961. Ce qu'on sait, c'est qu'avant 1961, on avait déjà de la littérature qui permettait d'expliquer la symptomatologie de l'enfant présentant un TDC. Donc, effectivement, on ne l'appelait pas comme ça. Par contre, on sait que ce trouble existait puisqu'on a de la documentation, on a des écrits scientifiques qui décrivent les symptômes de ce trouble. Fin des années 1800, début des années 1900, on parle alors de débilité motrice. Il faut savoir que la plupart des troubles du neurodéveloppement que l'on connaît aujourd'hui étaient souvent qualifiés de débilité, de déficience. Il y avait une notion de culpabilité, en tout cas, du patient ou de l'usager, qui était fortement mise en avant. Avant les années 1960 et surtout autour des années 1945, on fait beaucoup le parallèle entre le fonctionnement cérébral de l'enfant et le fonctionnement que l'on connaît chez l'adulte. C'est-à-dire qu'on part du principe que si l'adulte présentant une lésion a une symptomatologie similaire à celle de l'enfant, bah, c'est potentiellement que l'enfant présente la même lésion. Donc en fait, on a basé tout notre processus de compréhension des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte sur le modèle de compréhension du fonctionnement cérébral chez l'adulte. La dyspraxie apparaîtra en 1960 avec l'émergence de la fameuse constellation des dys. Donc c'est à ce moment-là qu'on va parler de dyslexie, de dysorthographie. On va commencer à parler de ces fameux troubles dys qu'on connaît encore bien aujourd'hui. Dès 1994, donc c'est pas hier, nous parlions d'un trouble de l'acquisition de la coordination. Donc normalement, le terme de dyspraxie aurait dû disparaître dans notre pays à ce moment-là. En 1994, donc c'est la parution du DSM-4. Et à ce moment-là, on va parler de TAC, trouble d'acquisition de la coordination. La problématique qu'on va rencontrer avec cette appellation, c'est que le terme d'acquisition pourrait laisser entendre euh, que le trouble a été obtenu, qu'il a été
euh, la conséquence d'une lésion ou d'un environnement peu stimulant ou d'un environnement malveillant. Or, aujourd'hui, on sait que le trouble développemental de la coordination est un trouble qui se développe chez l'enfant, peu importe son environnement, peu importe le contexte dans lequel il évolue, l'enfant naît avec et il évolue avec ce trouble. Donc depuis 2015, on parle d'un trouble développemental de la coordination, qui est la traduction stricte du Developmental Coordination Disorder, donc DCD, qui sera utilisé dans la littérature américaine et canadienne. Donc c'est le terme qu'on devra utiliser dans nos pratiques. Le fait d'utiliser le terme de TDC plutôt que le terme de dyspraxie démontre déjà que vous avez un niveau de formation continue qui est OK, donc vous avez les connaissances qui correspondent aux connaissances actuelles. Mais surtout, le fait d'utiliser le terme TDC permet à tout le monde de comprendre qu'on parle de la même chose. Donc le terme TDC, il est défini par une classification, et cette classification, vous la connaissez maintenant, c'est le DSM-5. Donc dans le DSM-5, on retrouve le trouble développemental de la coordination au sein des troubles du neurodéveloppement. On retrouve aussi le trouble de la coordination motrice dans la CIM 11 qui doit paraître prochainement. Il y aura peu de différence vraisemblablement entre les deux classifications sur les critères de diagnostic du trouble développemental de la coordination ou du trouble de la coordination motrice, donc on parlera bien de la même chose. La seule différence qui devrait apparaître, c'est une différence de formulation, c'est-à-dire que dans le DSM-5, on a des critères qui sont bien distincts et qui sont séparés. Dans la classification de la CIM 11, on devrait avoir une phrase assez longue qui regroupe l'ensemble des critères diagnostiques. Donc vous vous rappelez de mon fameux schéma, on a l'ensemble des troubles du neurodéveloppement présents dans le DSM-5 qui sont présents ici. Et il faut donc comprendre que le trouble développemental de la coordination, donc on parle de trouble développemental de la coordination motrice, et on est sur un trouble moteur et pas sur un trouble spécifique des apprentissages comme beaucoup de personnes le pensent. On est vraiment sur un trouble moteur qui n'est pas du coup dépendant d'un apprentissage scolaire. Donc les troubles moteurs dans les troubles du neurodéveloppement, il n'y a pas que le trouble développemental de la coordination. Il existe aussi les tics, les troubles transitoires, tout ce qui va être tics moteurs ou tics vocaux, le syndrome de Gilles de la Tourette notamment. Donc tous ces éléments-là, ce sont des troubles du neurodéveloppement qui font partie des troubles moteurs au sein des troubles du neurodéveloppement. Donc le TDC n'est pas le seul trouble moteur dans les troubles du neurodéveloppement. Rapidement, ce qu'on sait aujourd'hui sur les origines du TDC, c'est que vraisemblablement, et notamment selon cette revue systématique, il y aurait des différences dans la structure et dans la fonction cérébrale des enfants présentant un TDC par rapport aux enfants ayant un développement typique. Et ces éléments-là pourrait expliquer le fait qu'on a une planification, une anticipation et une automatisation des habiletés motrices qui est un peu différente. Ce qu'on sait surtout, c'est qu'on ne sait pas grand-chose et que la recherche aujourd'hui sur ces questions-là doit encore avancer et doit encore travailler pour apporter un éclairage plus important sur les origines du TDC, comme pour la plupart des troubles du neurodéveloppement. Aujourd'hui, les origines sont encore très floues et c'est vrai que on peut s'attendre à ce que dans les années à venir, avec l'évolution de l'imagerie, on puisse un peu mieux comprendre pourquoi l'enfant présente un TDC et qu'est-ce qui explique son apparition. Au niveau des origines, il faut, et c'est important, notamment dans la constitution d'une anamnèse, vous l'avez compris, il faut définir quels sont les facteurs de risque d'un TDC. Finalement, quand je suis confronté à une situation, quand je rencontre un enfant et une famille, qu'est-ce qui peut un peu me mettre en alerte à première vue dans l'anamnèse et qui pourrait aller dans la direction d'un trouble développemental de la coordination. Aujourd'hui, on sait que plus la prématurité est importante, plus le risque de présenter un TDC est important. D'ailleurs, on sait aussi que le facteur de risque le plus important, c'est la prématurité associée au sexe masculin. Donc un petit garçon prématuré, né prématurément, a un fort risque de présenter un trouble développemental de la coordination. Il y a d'autres éléments qui sont aussi à mettre, à aller chercher, en tout cas au moment de notre anamnèse, c'est tout ce qui va être
pathologies ou particularités autour de la naissance, donc les retards de croissance, les grossesses multiples, les pathologies périnatales. On pourrait aussi avoir tout ce qui est antécédents familiaux. Est-ce que dans la fratrie, il y a d'autres enfants présentant des troubles du neurodéveloppement? Est-ce que dans les parents, dans les grands-parents, il y a d'autres particularités qui pourraient être relevées? Et enfin, le tabagisme pendant la grossesse, le tabagisme maternel pendant la grossesse, présenterait un faible facteur de risque, mais un facteur de risque quand même qu'il faut connaître. Au niveau des signes d'alerte, donc finalement, qu'est-ce qui doit un peu nous mettre en éveil quand on est confronté à un enfant, à la première observation ou au premier questionnaire à destination de la famille? Ben, déjà, tout ce qui va être capacité insuffisante, c'est souvent des enfants qui ont une mauvaise motricité fine, une mauvaise motricité globale, il manque de force, il manque d'équilibre, il manque d'endurance, malgré une disposition et un- une taille, un poids, et à première vue, ils sont d'une très bonne composition, ces enfants-là. Il n'y a aucune notion qui pourrait expliquer ce manque de force ou ce manque d'endurance. Mais par rapport à d'autres enfants du même âge, il y a un décalage qui se crée. On retrouve aussi souvent une mauvaise coordination entre les deux mains, une mauvaise coordination entre l'œil et la main, et donc tout ça, effectivement, ça va provoquer des difficultés dans les activités du quotidien. Et là, vous allez comprendre pourquoi en ergothérapie, on rencontre très souvent ces enfants-là. C'est des enfants qui ont des difficultés. Alors, c'est pas systématique, c'est pas une liste qui est exhaustive et il faut pas cocher la liste pour obtenir un diagnostic de TDC. Mais ça peut être des enfants qui ont des difficultés avec l'habillage, faire ses lacets, fermer des boutons. Pour couper leur viande, ça peut être un réel défi. Pour se brosser les dents, se coiffer, même se laver, ça peut être difficile. Dans les loisirs, la pratique du vélo, de la nage sont parfois des activités compliquées. C'est des enfants qui ont du mal à rentrer dans les activités sportives, à être impliqués parce que souvent bah, ils ont du mal à pratiquer concrètement. Et c'est des enfants aussi, et ça va être souvent le motif de consultation en ergo, c'est des enfants qui ont une écriture qui est illisible, lente, voire peu endurante. Encore une fois, c'est pas systématiquement le cas, mais c'est souvent la voie d'entrée vers le bilan en ergothérapie, en tout cas dans la pratique libérale. Le DSM-5 définit lui aussi des signes d'alerte concernant le trouble développemental de la coordination, notamment la maladresse, la lenteur, le fait qu'il y ait des inexactitudes dans les habiletés motrices, des difficultés persistantes dans les habiletés de base. Donc, quand on parle d'habiletés de base, on parle de tenue découvert, de coloriage, de maintien des ciseaux, et des retards dans les acquisitions des jalons moteurs. Donc, potentiellement, c'est des enfants qui vont acquérir la marche avec un léger décalage, qui vont pas forcément passer par toutes les étapes développementales standards. Donc, je vais m'expliquer. C'est des enfants qui vont marcher sans avoir, par exemple, rampé ou sans être passés par la station debout. Ils vont ramper et marcher immédiatement. Et potentiellement, il y aura un décalage dans la trajectoire développementale de ces enfants-là. Surtout, de plus en plus, ce qui est valorisé, et ça doit vous parler en tant que futurs ergothérapeutes, c'est la notion de répercussion dans les activités du quotidien qui est valorisée comme signe d'alerte. C'est-à-dire que, au-delà de cette maladresse, de cette lenteur qui pourrait être observée, ce que le DSM-5 nous dit et ce que la littérature nous dit, c'est que cette maladresse et cette lenteur, il faut surtout qu'elle impacte les activités du quotidien pour que ça devienne un signe d'alerte. Alors, vous allez me dire, ben, comment on participe concrètement au diagnostic? Qu'est-ce qu'on fait pour diagnostiquer un trouble développemental de la coordination? Ben, finalement, il faut encore une fois valider des critères bien spécifiques. Ces critères-là, dans le TDC, ils sont au nombre de 4, avec un premier critère, donc le critère D, euh, que j'évoque volontairement en premier, puisque c'est celui qu'on devrait valider en premier. Ce critère D, il met en avant en fait le diagnostic différentiel. C'est-à-dire que si on met en avant le fait que les difficultés de l'enfant sont causées par une déficience intellectuelle, un problème visuel ou une condition neurologique, eh bien on sort d'office d'un parcours diagnostique du TDC et c'est pas la peine d'aller valider les autres critères. Donc il faut déjà vérifier qu'il n'y ait pas l'existence d'une déficience intellectuelle, d'un problème visuel, donc une cécité, une malvoyance, ou une condition neurologique qui serait particulière, une paralysie cérébrale, une dystrophie musculaire.
Ensuite, on va pouvoir revoir les critères diagnostiques du TDC. Donc, il va d'abord falloir vérifier que l'enfant a des coordinations motrices qui sont nettement en dessous du niveau auquel on s'attendrait chez un enfant du même âge. On va devoir évaluer cette coordination motrice pour le démontrer. Deuxième critère, il va falloir que ces difficultés motrices interfèrent de façon significative et persistante dans les activités du quotidien. Donc les activités du quotidien, c'est les activités domestiques, mais aussi les activités scolaires, professionnelles et les activités de loisirs. Enfin, le critère C, il faut que vous puissiez retrouver des premières manifestations des difficultés motrices dans le développement précoce de l'enfant. Donc, très simplement, vous devez, au moment de l'entretien, pouvoir relever des premiers signes dans le début du développement de l'enfant, c'est-à-dire que la famille doit pouvoir vous dire que depuis toujours, on retrouve cette maladresse, cette lenteur, depuis toujours on a des doutes concernant sa motricité. Si c'est pas le cas, si c'est arrivé subitement à l'âge de 10 ans, 12 ans, 13 ans, là, il est peut-être question d'aller faire vérifier tout ça auprès d'un neuro et de vérifier qu'il n'y a pas eu un traumatisme crânien, une lésion ou autre. Donc, voilà. C'est les critères qu'il faut avoir en tête pour le diagnostic du TDC. Ils sont importants et vous allez voir qu'on a un rôle primordial dans le diagnostic de ce trouble-là et c'est ce qui fait qu'on est devenu indispensable à l'obtention de ce diagnostic. Donc le critère A, évaluer les coordinations motrices, c'est notre compétence, on en est capable, et pour ça il y a des évaluations étalonnées qui existent, notamment l'évaluation que l'on appelle MABC2. C'est une batterie d'évaluation qui évalue les habiletés motrices. Grâce à elle, vous allez pouvoir évaluer la dextérité manuelle de l'enfant, vous allez pouvoir évaluer l'équilibre de l'enfant, statique et dynamique, et vous allez pouvoir évaluer tout ce qui est coordination à humain, puisqu'il y a des épreuves, donc c'est un item qui s'appelle viser et attraper, qui permet d'évaluer cette partie-là. Donc c'est l'outil standardisé qui est le plus validé, le plus valorisé pour participer au diagnostic du TDC, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne suffit pas d'utiliser une MABC2 pour pouvoir diagnostiquer un TDC. Il faut quand même qu'il y ait une correspondance entre les plaintes de la famille, les plaintes de l'enfant, et les résultats au MABC2, mais surtout que vos observations confirment le fait que c'est bien des capacités motrices de l'enfant qui sont problématiques. Si l'enfant est jeune, c'est-à-dire que s'il a moins de 3 ans par exemple, le diagnostic n'est pas possible, on va attendre l'âge de 3 ans, mais on peut quand même évaluer son développement moteur et mettre en place une prévention ou une rééducation pour l'aider à retrouver la trajectoire développementale. Il faut retenir qu'il faudra toujours rechercher la cohérence entre la plainte et les compétences de l'enfant. Donc se poser finalement cette question, pourquoi il n'y arrive pas? Je voulais vous présenter rapidement la batterie dont je viens de vous parler, donc la MABC2, qui est une évaluation qui est destinée à être utilisée pour des enfants entre 3 et 16 ans. Donc c'est un groupe d'âge assez large, mais on a à chaque fois, on a 3 sous-groupes, donc un premier groupe pour les enfants de 3 à 5, ensuite 6 à 12 et 12 à 16. Donc les évaluations sont différentes en fonction de l'âge dans lequel se trouve l'enfant. C'est un test qui est fiable, qui a une bonne fiabilité, une bonne validité. Il a l'avantage d'être assez récent, 2016, et d'avoir un temps de passation et de correction qui lui aussi est assez court. Et donc, c'est un réel intérêt pour la pratique clinique, notamment la pratique clinique libérale, où il y a une notion quand même de rendement. Il faut que le bilan il soit fait dans un volume d'heures qui soit OK d'un point de vue financement pour la famille, d'un point de vue financement pour nous. Donc, ça fait partie des critères de choix pour sélectionner un outil d'évaluation, la durée de passation notamment. Alors, je vous ai mis ici plusieurs photos d'épreuves qu'on peut retrouver dans la MABC2. Donc, on a des épreuves de dextérité manuelle, une épreuve de trajet qui permet d'évaluer la précision visiomotrice, des épreuves de lancer. Donc là, par exemple, sur la dernière photo de la première ligne, il s'agit d'envoyer un petit sac dans le centre de la cible. La première photo, ensuite, de la deuxième ligne, il faut qu'elle envoie la balle contre le mur et qu'elle la rattrape avant qu'elle tombe au sol. Ensuite, on a des épreuves d'équilibre. Donc voilà, vous voyez que c'est finalement
une batterie d'évaluation qui est assez ludique pour les enfants. En général, ils s'y prêtent bien, ils aiment même plutôt bien réaliser les épreuves. Euh, mais c'est aussi une certaine contrainte pour le thérapeute qui doit le faire passer, puisque pour pouvoir le faire passer, il faut un environnement qui soit quand même assez grand, ce qui n'est pas le cas de tous les cabinets, mais aussi de toutes les salles d'ergo qu'on peut avoir en pédiatrie. Et donc il y a cette petite notion à avoir en tête, c'est une évaluation qui peut être contraignante d'un point de vue organisationnel. Je vous présente ici donc les trois groupes d'âge, 3 à 6, 7 à 10 et 11 à 16 pour la passation du MABC2. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est une évaluation qui est intéressante pour nous car on va proposer chaque item en respectant la même formulation, c'est-à-dire qu'on va commencer par offrir à l'enfant une démonstration, donc on est à côté de lui et on réalise la tâche qui lui est demandée, donc il va pouvoir regarder. Ensuite, on va lui demander de s'entraîner, donc il va pouvoir la pratiquer. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir déterminer si l'enfant a bien compris ce qu'il doit faire. Et lui va pouvoir potentiellement faire des erreurs et obtenir la correction du thérapeute, ce qui est assez intéressant, notamment pour des enfants qui auraient des défis au niveau de l'expression orale ou de la compréhension orale. Donc vous avez vu, il y a plusieurs épreuves qui existent dans le MABC2. Voilà, je vous ai fait une rapide présentation. On aura l'occasion de toute façon de manipuler le matériel tous ensemble. Je vous présente rapidement ici la cotation, mais l'idée c'était juste de vous le présenter rapidement dans le diapo. Donc la correction du MABC2 est assez facile. On aura aussi normalement l'occasion de le faire ensemble, de voir comment on participe à l'étalonnage, à la cotation et à l'interprétation de cette évaluation. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce au MABC2, vous allez pouvoir placer l'enfant dans une des trois zones. Donc la zone verte, c'est la zone qui est OK. Donc par rapport à son score, ça devrait ne pas indiquer de difficulté motrice. La zone orange, c'est une zone qui montre que l'enfant a une situation à risque, donc qui nécessiterait une intervention ou en tout cas des mesures. Et la zone rouge indique une difficulté motrice qui est significative, donc un trouble. Et donc là, il faut qu'on mette en place les mesures qui vont avec. On va rapidement parler du critère B. Alors le critère B, rappelez-vous, c'est des difficultés motrices qui doivent interférer de façon significative et persistante dans les activités de la vie quotidienne. Alors ce critère B, il vous parle, j'imagine, hein, en tant qu'ergo, c'est forcément quelque chose qui nous parle et pour lequel on a déjà des idées d'évaluation. Dans les recommandations et dans les études, qu'est-ce qu'on évoque quand on parle du critère B du DSM-5? On parle finalement de la participation dans les soins personnels, dans les activités scolaires et dans les loisirs. Et malheureusement, non, on n'est pas qualifié de seul professionnel pouvant évaluer cette dimension-là. Ce qu'on est amené à faire dans les recommandations, et notamment les recommandations françaises, c'est à questionner l'enfant, les parents et l'enseignant, et à s'appuyer sur les écrits des autres professionnels. Donc voilà, c'est des éléments qu'il faut avoir en tête. Il n'y a pas d'outils visiblement qui seraient préconisés à ce niveau-là. Donc nous, on a bien en tête quand même que pour valider ce critère B, il y a d'autres outils qui pourraient être utiles, mais ils ne sont pas forcément destinés à l'enfant présentant un TDC. Il y a des outils qui maintenant existent pour évaluer le critère B, et en France notamment, on va parler d'un outil qui s'appelle le DCDQFE. Donc c'est un questionnaire d'identification du trouble développemental de la coordination qui s'adresse à des enfants entre 5 et 15 ans et qui permet de prendre en considération finalement l'expérience des parents. Donc c'est les parents qui vont compléter ce questionnaire et on va valoriser l'expérience parentale pour leur permettre de définir, de qualifier l'implication des coordinations motrices sur le quotidien de leur enfant. Donc très simplement, on va permettre aux parents de donner leur avis sur est-ce que l'enfant sait lancer une balle, est-ce que l'enfant sait écrire de manière lisible. Voilà, tous ces éléments-là, on va pouvoir les vérifier avec eux. C'est un questionnaire que vous trouvez facilement sur Internet, qui est en libre accès et qui est destiné à la validation de ce critère B du DSM-5. La MABC2 que je vous ai présentée présente elle aussi un questionnaire qui est destiné aux parents ou aux enseignants. Néanmoins, il y a énormément de critères et c'est un questionnaire qui est assez long à remplir. Ça reste l'outil le plus recommandé, reste le DCDQFE que je vous ai présenté juste avant.
Voilà, après, bien sûr qu'on peut envisager des évaluations au milieu écologique, bien sûr qu'on peut envisager d'autres outils. C'est notre domaine d'expertise. J'imagine que vous avez même d'autres outils que ceux que j'ai listés dans la diapo qui vous viennent en tête. Euh, mais je vous présente encore une fois rapidement le DCDQFE. Donc le DCDQFE, ça c'est la feuille de cotation. En fait, vous allez pouvoir mettre à chaque fois le score correspondant à la réponse du parent dans les cases blanches. Et ensuite, vous allez pouvoir déterminer une note par item, sachant que la seule note qui compte, c'est la note totale. Donc une fois qu'on a une note sur 75, euh, on va pouvoir situer l'enfant soit en dessous de 56 et ça correspond à un risque de TDC, soit au-dessus de 57 et ça correspond au fait qu'il n'a probablement pas de TDC, ce qui ne veut pas dire qu'on exclut le diagnostic. Ça veut juste dire que potentiellement les parents n'observent pas de difficultés motrices chez leur enfant, mais il est possible qu'en réalisant votre évaluation, vous vous en mettiez en avant. Donc il faut savoir que c'est un questionnaire qui existe pour les enfants qui ont entre 5 et 15 ans et qu'il existe une version pour les moins de 5 ans puisque le diagnostic est possible dès 3 ans. Donc cette évaluation du critère B, ça reste quand même une expertise, selon moi, de l'ergothérapeute il faut être en capacité de l'assumer, c'est-à-dire que si c'est notre expertise, il faut aussi que notre bilan il s'appuie sur cette notion-là, sur la restriction de participation, sur l'impact sur la participation sociale. Et c'est là que notre évaluation elle peut devenir décisive pour obtenir un diagnostic de TDC. C'est là aussi que qu'il peut être intéressant d'utiliser d'autres outils d'évaluation que ceux qu'on a pu voir jusqu'ici, des outils qui sont plus centrés sur l'occupation, sur les performances ou la participation dans les occupations. On va parler maintenant du critère C. Donc je le rappelle, le critère C correspond à des signes précoces dans le développement de l'enfant. Donc comment on va pouvoir valider ce critère C? Finalement, il va falloir démontrer qu'il y a eu des difficultés ou des retards dans les acquisitions motrices. Il va falloir aussi démontrer qu'il y a une altération de la participation dans les occupations dès la petite enfance, donc par exemple sur l'occupation repas, pour se déplacer, pour jouer. Donc ça, on peut le savoir en questionnant les parents, en regardant parfois les bulletins scolaires. Quand vous rencontrez un enfant qui est au collège, il peut être pertinent de questionner les parents sur comment ça se passait à l'école maternelle, comment ça se passait à l'école primaire. Donc tous ces éléments-là, il faut pouvoir aller les chercher au moment de votre entretien avec la famille. Euh, Vous allez aussi pouvoir utiliser les bilans des autres professionnels, donc tout ce qui est dossier médical. Tout ça, ça peut vous donner des indications sur comment était l'enfant il y a quelques années. Donc les bulletins scolaires, j'y reviens, mais c'est important. Par exemple, des descriptions sur l'écriture de l'enfant. Dans le bulletin scolaire, on peut en retrouver. Le prof de sport, son avis par rapport au fonctionnement de l'enfant dans le cours de sport, ça peut être intéressant. Donc tous ces éléments-là, on peut aller les chercher au moment de l'anamnèse, et ça constitue vraiment le recueil des données qui a une place prépondérante dans le diagnostic du TDC. Donc concrètement, on va utiliser des échelles de développement, il en existe plusieurs, qui sont ou pas étalonnées par rapport au TDC, ou aux enfants tout court d'ailleurs, mais les échelles de développement, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on va pouvoir donner une trajectoire développementale de l'enfant qu'on a face à nous par rapport à la trajectoire développementale qui est attendue. Donc là, on va pouvoir vérifier que l'enfant, justement, il se développe à la même vitesse ou dans les mêmes conditions que la plupart des autres enfants. On ne parle pas forcément d'âge attendu pour des acquisitions, on parle de fenêtre de développement, c'est-à-dire qu'il y a un âge euh, où les plus rapides vont pouvoir acquérir cette capacité, et cet âge-là, il peut être de 12 à 22 mois. L'idée, c'est pas de dire à 22 mois, c'est trop tard. L'idée, c'est de dire, l'enfant, par rapport à d'autres enfants, il a développé la marche, il a acquis la marche de manière différente ou avec un léger retard ou un léger décalage, et de vérifier que ce décalage, on le retrouve sur d'autres compétences motrices, par exemple. Donc, le recueil des données ici a énormément d'importance. Et rappelez-vous aussi que ce diagnostic de TDC, il est possible dès l'âge de 3 ans. Donc ça veut dire que si vous rencontrez un enfant qui a déjà
réaliser des bilans et pour qui tous les critères diagnostiques sont déjà validés, ça peut être important de le signaler aux médecins généralistes, aux prescripteurs, vos suspicions, vos doutes. Pourquoi? Ben, parce qu'on sait que à 3 ans, il faut prendre en charge ce trouble, il faut l'accompagner pour éviter les répercussions qui auront lieu plus tard. Si on prend en charge l'enfant à 3 ans, potentiellement, il ne sera pas en difficulté quand il en aura 7 pour entrer dans l'écriture, pour écrire. Il ne sera pas en difficulté quand il en aura 9 pour utiliser ses outils de géométrie. Donc il faut bien avoir en tête que l'intervention précoce, c'est aussi de la prévention. Et c'est potentiellement du temps de gagner, de l'argent qui n'est pas dépensé et qui est économisé pour la société. Donc l'intervention précoce, elle doit être privilégiée quand on peut le faire. Rappelez-vous aussi au moment de constituer votre recueil des données que la prématurité est le facteur de risque le plus important. Donc c'est vrai que si au moment de faire votre anamnèse, vous avez déjà des suspicions sur la présence ou pas d'un TDC, le fait de relever une prématurité permet de mettre une pièce de plus dans la machine et donc de potentiellement aller vers un parcours diagnostic de TDC. Voilà, ça c'est ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Un trouble moteur précoce est prédicteur d'un diagnostic de TDC à l'âge scolaire. Donc l'âge scolaire, ça correspond à l'entrée au CP, hein. Donc ce qu'on veut dire avec cette phrase, c'est que si vous décelez un trouble moteur ou des coordinations motrices déficitaires chez un enfant de 3 ans et que ces difficultés-là ne sont pas prises en charge, il est très fort possible que cet enfant obtienne un diagnostic de TDC quand il sera un peu plus grand. Je vous ai parlé de tous les critères diagnostiques du TDC, il ne reste plus que le critère d'exclusion, ce diagnostic d'élimination finalement. Alors là, ce n'est pas du tout un rôle qui est propre à l'ergothérapeute. Le médecin il doit vérifier plusieurs choses, l'état neurologique, l'état médical, est-ce qu'il y a une malnutrition, est-ce qu'il y a des problèmes articulatoires. Il doit aussi veiller à ce que l'audition, la vision et tous les autres sens soient efficients. Il peut vérifier l'existence ou non d'un autre trouble du neurodéveloppement ou d'un état psychologique qui serait altéré, potentiellement aussi d'un état cognitif qui serait particulier, avec des orientations vers des bilans ou des évaluations, par exemple neuropsychologiques. Et surtout, il va normalement observer les activités motrices de l'enfant, c'est-à-dire qu'il va lui proposer de jouer, dessiner, écrire, s'habiller, se déshabiller. Il va lui proposer une série de tâches, probablement aussi des épreuves très rapides, très simples, qui vont lui permettre de valider ou d'invalider les hypothèses diagnostiques qui ont été réalisées soit par les autres professionnels, soit qu'il a pu réaliser lui-même. Souvent, à ce moment-là, on a une orientation vers un test de QI. Alors, c'est pas fait de manière systématique. Déjà, parce que la plupart des enfants TDC ont une bonne efficience intellectuelle et on l'aperçoit assez facilement. Et donc, si on voit que ça fonctionne bien, il n'y a aucune raison de demander une évaluation. Par contre, effectivement, quand il y a un doute sur tout ce qui relève de la compréhension des fonctions adaptatives, on peut demander, enfin, le médecin peut demander à un neuropsychologue de réaliser un test de QI de manière à vérifier qu'il n'existe pas de déficience intellectuelle qui pourrait expliquer les difficultés de l'enfant. Donc là, pour ce critère D, on n'est bien sûr pas sur un diagnostic ou une évaluation spécifiquement ergo, c'est vraiment un rôle médical, mais on pourrait très bien intervenir ou arriver dans le parcours diagnostique de l'enfant TDC à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien obtenir une orientation du médecin pour participer à un diagnostic différentiel. Alors je ne sais pas, par exemple, l'enfant n'a jamais été évalué d'un point de vue euh, équilibre ou n'a jamais été évalué sur le plan de ses capacités attentionnelles ou sur le plan de son écriture, eh ben, on pourrait avoir une prescription très ciblée sur une fonction. C'est possible, donc on pourrait très bien intervenir à la fin du parcours diagnostic justement pour vérifier qu'on n'est pas dans un diagnostic différentiel. Donc maintenant que vous appréhendez un peu mieux les critères diagnostiques du DSM-5, je vous propose de regarder ensemble concrètement comment se déroule le diagnostic d'un enfant TDC. Alors on va repartir de ce schéma proposé par la Haute Autorité de Santé. Euh, donc ce schéma finalement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous indique en fonction
degré de complexité d'une situation, vers quel professionnel, vers quelle structure on devrait orienter la famille et l'enfant. Alors, on va commencer à la situation simple. Donc, on serait sur un trouble assez clair, donc sur lequel l'ensemble des critères du TDC sont facilement validables et facilement validés. Et à ce moment-là, il est totalement possible de réaliser un diagnostic entre professionnels de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tout simplement qu'on ne va pas mobiliser des moyens qui relèvent d'une structure pour valider le diagnostic de TDC. On va s'appuyer sur le bilan des rééducateurs et sur un médecin, qui peut être un médecin généraliste ou un médecin spécialiste qui exerce en libéral, par exemple. Pour les situations un peu plus complexes, on pourrait imaginer par exemple une situation où il y a beaucoup de comorbidités, avec des difficultés pour les professionnels de comprendre le profil. Ici, il va être nécessaire de mobiliser des équipes qui sont pluridisciplinaires et qui sont spécialisées. Donc, on va être sur des structures type centres médicaux psychiatriques pour les enfants, CMPP. On pourrait être sur des structures comme des CAMS ou sur des équipes mobiles type CESAD qui sont coordonnées par un médecin prescripteur et coordonnateur. Enfin, les situations les plus complexes, et normalement ça ne devrait pas être trop le cas avec les enfants TDC, sauf s'il y a vraiment énormément de comorbidité avec un trouble du langage qui empêcherait par exemple la réalisation de certaines évaluations. Euh, le dernier niveau pour les situations les plus compliquées, c'est le niveau qui est indiqué en rouge, et ce niveau-là, il consiste à mettre en avant le fait que seulement un centre de référence pourrait réaliser un diagnostic tranché. Et ce centre de référence, par exemple, pour l'autisme, on a un centre ressources autisme qui est sur Montpellier. Et on peut avoir aussi des centres ressources pour les troubles du langage et des apprentissages, donc les CRTLA, qu'on peut retrouver normalement dans chaque région. Donc ces centres-là, ils n'ont pas pour vocation de diagnostiquer tout le monde, ils ont pour vocation de diagnostiquer uniquement les situations les plus complexes. Ce schéma, je vous le présente aussi parce que je trouve qu'il montre bien l'importance des différents acteurs, même si on pourrait aller beaucoup plus loin, mais notamment le fait que plus on descend vers des situations complexes, peut-être potentiellement ce que veut dire ce schéma, c'est que plus on va vers des situations complexes, plus la différenciation pédagogique au niveau scolaire et les adaptations pédagogiques devraient être importantes. Plus on descend dans cette pyramide, donc plus on se rapproche de la situation très complexe, plus l'accompagnement de l'enfant et de sa famille devrait eux aussi être important. Donc voilà, c'est un peu pour que vous ayez en tête les différents acteurs qui peuvent intervenir au niveau du diagnostic. Concrètement, comment ça devrait se passer pour un diagnostic de TDC qui est assez simple. Donc dans le meilleur des mondes, mais soyez rassurés, ça ne se passe pas comme ça, en tout cas pas encore comme ça dans la réalité. Dans le meilleur des mondes, on aurait une famille et un enfant qui observeraient des difficultés dans leur quotidien, et ces difficultés-là mèneraient à une prise de rendez-vous avec leur médecin généraliste ou leur médecin spécialiste si c'est un pédiatre. Le médecin à ce moment-là recenserait les problèmes et réaliserait un examen médical donc pour valider le critère C et le critère D. Logiquement, le médecin, une fois qu'il a réalisé cette démarche-là, devrait prescrire, en fonction de ses suspicions, des évaluations à des paramédicaux. Donc, dans le cadre du TDC, un ergothérapeute ou un psychomotricien pour évaluer les coordinations motrices. Je vais parler ici spécifiquement de l'évaluation en ergo. Donc, on reçoit la prescription, on réalise une évaluation qui met en avant qui évalue les coordinations motrices, mais aussi qui évalue l'impact de ces coordinations motrices sur le quotidien de l'enfant. À ce moment-là, on a en droit d'émettre une hypothèse ou de ne pas émettre d'hypothèse, mais on fait partie des acteurs dans le parcours diagnostique du TDC, et quand on connaît les critères diagnostiques, je crois que c'est OK d'écrire dans notre compte-rendu que on peut supposer que cet enfant présente un TDC sur base des critères diagnostiques du TDC, et que cet élément doit être validé, vérifié par le médecin prescripteur. Voilà. Donc on peut aller jusque-là selon moi. D'ailleurs, dans les CRTLA, dans les centres ressources autisme, quand les auxiliaires, quand les paramédicaux
sont présents. Ils sont présents aussi aux réunions d'équipe qui sont nécessaires à la réalisation du diagnostic et à la pose du diagnostic. Donc notre avis compte. Et on ne peut pas envisager, par exemple dans une pratique libérale, de participer au parcours diagnostic sans à un moment évoquer un potentiel diagnostic. Donc attention à toujours placer la notion de suspicion et à ne pas vous placer en autorité médicale, ce n'est pas du tout l'objectif, mais vous avez le droit de proposer une hypothèse, de proposer une suspicion d'eux et de renvoyer ensuite votre bilan, votre rapport au médecin. On arrive donc sur la dernière étape, le médecin doit confirmer le diagnostic ou alors demander de faire pratiquer des examens complémentaires. Donc on a parlé par exemple du test de QI qui pourrait être présent si c'est nécessaire. Normalement, à ce moment-là aussi, le médecin doit prescrire la rééducation adaptée. Alors, j'ai beaucoup dit normalement, dans le meilleur des mondes. Pour ceux ou celles qui auraient déjà fait des stages en libéral, vous avez dû constater que c'est un peu différent du schéma que je vous présente actuellement. Actuellement, moi dans ma pratique par exemple, il est assez fréquent que le médecin qui prescrive le bilan en ergothérapie ne sache pas pourquoi il prescrive le bilan en ergothérapie. Alors ça peut vous surprendre, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une réalité de terrain. Il y a beaucoup de médecins qui prescrivent parce que les familles demandent une prescription. Et finalement, ils n'ont pas la finalité de la prescription. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectif à prescrire le bilan ergo. Et c'est ce qui fait que souvent, il faut passer par un médecin spécialiste pour obtenir un diagnostic. C'est qu'aujourd'hui, les médecins généralistes, même si ils vont être amenés à prendre cette responsabilité dans les années futures, ben, ils ne l'ont pas encore. Ils ont du mal à se l'approprier. Donc, ayez en tête que le parcours qui vous est présenté ici, c'est un parcours idéal, mais qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un parcours où c'est l'ergo qui met en avant, enfin, qui est la première personne à rencontrer l'enfant et à potentiellement commencer à mettre des mots sur toutes ces difficultés-là. Et c'est l'ergo qui oriente ensuite vers le médecin spécialiste pour obtenir un diagnostic. Alors, bien évidemment, il y a des moments où le TDC ne pourra pas être diagnostiqué. Déjà, quand la coordination motrice ne peut pas être évaluée par un test moteur, soit en raison d'une déficience intellectuelle importante, soit en raison d'une condition médicale ou neurologique. Aussi, il est possible que après l'évaluation et l'ensemble des informations recueillies, euh, le dysfonctionnement moteur puisse être expliqué par une autre condition. Donc soit vous observez des éléments qui pourraient évoquer un syndrome cérébelleux ou d'autres troubles neuraux. Donc tous ces éléments-là, il faut les avoir en tête puisque c'est aussi notre responsabilité d'évoquer des signes qui peuvent exclure le diagnostic de TDC si on les a observés. Un point d'attention que j'apporte à cette présentation, il y a quelques années, en tout cas, enfin jusqu'à il y a quelques années, on ne pouvait pas avoir un diagnostic de trouble développemental de la coordination associé à un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Aujourd'hui, c'est totalement compatible, on peut avoir ces deux diagnostics, ça sous-entend qu'il existe une comorbidité entre ces deux diagnostics. Pour la petite histoire, si pendant longtemps on a considéré qu'il ne pouvait pas y avoir de comorbidité entre ces deux troubles, c'est parce que pendant longtemps on a considéré que l'enfant autiste n'avait pas d'intérêt pour les activités motrices et donc ne développait pas ses capacités motrices. Or aujourd'hui on sait que c'est bien différent de ces a priori-là et donc le diagnostic de TDC chez l'enfant TSA est totalement possible. Aussi, on peut très bien présenter un syndrome Gilles de la Tourette associé à un trouble développemental de la coordination. Et on peut aussi, même si bien sûr ça va un peu à l'encontre de ce que je vous ai dit dans le critère D, on peut aussi présenter une déficience intellectuelle très légère et présenter un diagnostic de TDC, puisqu'aujourd'hui on sait que tous les handicaps intellectuels n'ont pas le même impact sur le développement de l'enfant. Et une déficience intellectuelle légère ne peut pas expliquer des coordinations motrices déficitaires. Donc si ça ne peut pas l'expliquer, il peut y exister une comorbidité entre ces deux troubles. J'en ai fini avec la présentation. On prendra le temps ensemble d'en rediscuter lors du cours de régulation. Je vous propose 3 ouvrages, 3 outils pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin. Alors le premier outil s'appelle J'aide mon enfant maladroit. Il a été construit pour des familles
qui aurait un enfant présentant un TDC. Et là, surtout, il a été écrit par un ergothérapeute, Ludovic Delannoy, qui est ergothérapeute en France et en libéral. C'est un livre qui est très très bien fait avec plein de supports, d'outils pour faciliter la vie des enfants présentant un TDC. Donc pour ceux que ça intéresse, ça existe. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est le livre qui s'appelle Mon cerveau ne m'écoute pas, qui a été rédigé là aussi par une ergothérapeute et pour le coup en- en collaboration avec une maman d'un enfant présentant un TDC. C'est un livre qui a quelques années, alors le vocabulaire n'est pas toujours adapté à ce qu'on sait aujourd'hui du TDC, mais moi je l'avais trouvé éclairant à l'époque où je l'ai lu, donc ça fait maintenant pas mal d'années, notamment pour comprendre à quel point ça impacte une famille et le fonctionnement d'un enfant. Et puis le dernier outil que je voulais mettre en avant, c'est le rapport d'expertise de l'INSERM, donc je l'ai déjà fait au début de cette présentation, mais c'est un rapport qui est accessible gratuitement. Si demain vous envisagez de travailler avec des enfants qui présentent ce trouble, c'est un rapport qu'il vous faudra lire. En tout cas, il faudra au moins avoir lu les recommandations qui sont définies dans ce rapport. Moi, je vous invite vraiment à le télécharger, à le mettre de côté, parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions vous allez pratiquer demain. Donc, si jamais vous êtes confronté à une pratique en pédiatrie, mais aussi chez l'adulte qui pourrait présenter un TDC, c'est une ressource à avoir de côté. Voilà, c'est pareil que sur le reste des cours que je vous ai proposés jusqu'ici. Je vous invite vraiment à noter vos questions. Évidemment, j'arriverai avec du contenu pour le cours de régulation, mais l'idée c'est qu'on puisse aussi échanger. Euh, c'est mon sujet, le TTC, c'est ma spécialité, donc n'hésitez pas à poser des questions, euh, à, à poser des questions enfin, sur des sujets qui vous interpellent ou à prendre des exemples concrets. On aura l'occasion d'en discuter, on aura l'occasion, j'espère, de parler aussi un petit peu de comment on participe à l'évaluation chez l'adulte. Mais notez vos questions et puis on prendra le temps tous ensemble d'en rediscuter. J'espère que vous avez pu noter l'ensemble des informations qui vous ont semblé pertinentes. Merci et à bientôt.